Alors, pour votre information, puisque je me dois de vous informer, j'enregistre ce webinaire parce qu'on le met ensuite sur notre chaîne YouTube, de façon à ce que les gens qui n'ont pu participer ce matin pour X raisons puissent le voir en replay. Également vous, si vous souhaitez revoir certaines parties pour avoir peut-être le temps de revoir des parties un peu plus complexes. Mais le but n'est pas que ce soit complexe, bien évidemment, puisque c'est la raison pour laquelle, avec Stéphane, nous avons préparé Stéphane Génodeau, pardon, puisqu'il y a d'autres Stéphane dans le call, Stéphane Bonjour à Génodeau, cette tous. présentation, de façon à ce qu'elle soit abordable pour tout le monde. Donc, s'il ne fait pas bien le boulot, il aura le droit à une fessée. Le but est de faire en sorte que la cybersécurité soit efficace, mais simple également, notamment pour les TPE-PME, puisque c'est là où on a le plus j'allais dire, d'attaques réussies aujourd'hui, compte tenu du faible niveau de protection et de la sophistication des attaques. Donc, il est 9h06, on va démarrer officiellement cette conférence. Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents ce matin. C'est peut-être pas la semaine idéale, compte tenu du fait que c'est quasiment la seule semaine de congé avant fin mai que les gens pouvaient prendre avec un minimum de jours de congé. Mais comme on s'est attaché à faire notre série de webinaires sur la cybersécurité tous les 2 mois, eh bien, ça tombait fin mai. Donc, en espérant que on ait plus de monde la prochaine fois. On fera un break dans le courant de l'été, puisque sinon ça tomberait fin juillet, bien évidemment, et on recommencera notre série pour la compléter à partir de septembre, fin septembre. Donc, troisième semaine de septembre, on reste sur ce train. Je vais donc démarrer ma présentation avant que je passe la parole à Stéphane Génodeau. Je vais faire un petit screenshot aussi parce que ça fait très bien, c'est sympa. Donc ça va être très rapide ça. Hop. Hop. Voilà. Bien, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. 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 Voilà, donc nous sommes au 4e épisode de notre série de l'hiver. On n'est pas sur Spotify, on n'est pas sur les chaînes, on n'est pas sur Disney+, hein, on est uniquement maintenant et ensuite sur YouTube. Le 4e épisode, cette fois-ci, c'est sur une cybersécurité à 360 degrés, et c'est ce que vous expliquera Stéphane Génodeau, présent, responsable avant-vente pour la France, la Suisse et l'Afrique chez Bitdefender, et moi-même, donc, le patron de Star Wars Micro, comme il est noté, comme je l'ai dit au démarrage, enfin, après le ComCyber, le commandement de cyberdéfense, intégré comme commandant de réserve, gendarmerie nationale dans le groupe de travail cyber, et puis référent national cybersécurité pour la CPME, pour travailler et défendre les intérêts des sociétés françaises auprès des institutions françaises. Ce 4e épisode, voilà comment on va le dérouler. D'abord, une petite introduction, une présentation de Star Wars Micro, quelques nouvelles à vous donner sur notre société également, dans le cadre de l'évolution de notre société dans la cyber, notre partenariat avec Bitdefender. Je vous ferai un rapide état des lieux de la cybercriminalité en France avec les dernières news. Les nouveaux enjeux également compte tenu de la guerre ukrainienne qui en est à son 3e mois aujourd'hui. Et puis, je passerai la main à Stéphane Génodeau qui vous parlera des solutions que nous distribuons, que nous mettons en place chez nos clients, que nous utilisons nous-mêmes en interne d'ailleurs pour protéger nos propres systèmes d'information sur l'offre de Bitdefender et les points particuliers d'intérêt sur cette solution qui au quotidien vont vous aider à mieux vous protéger, mais également à aller au-delà d'une pure protection dite antivirale qui est la base, mais qui nécessite aujourd'hui d'avoir des compléments, bien évidemment, compte tenu de la sophistication de la cybermenace. Donc, vous savez que notre champ d'activité chez Star Wars Micro, c'est essentiellement sur l'ensemble du cycle, l'analyse de vos besoins, le but étant d'avoir une solution qui soit à la fois qui colle par rapport à vos besoins, à vos défis, à vos problèmes, pour vous aider à les résoudre, mais également de vous accompagner dans votre évolution, puisque une évolution de besoins ou de société va nécessiter aussi une adaptation en continu, notamment des mesures de sécurité. C'est donc la mise en œuvre de ces solutions que vous préconise, leur maintenance préventive ou curative, de l'infogérance, dans le sens où on va surveiller les tableaux de bord de vos systèmes au travers d'outils, de façon à s'assurer que les systèmes soient toujours, un, opérationnels et deux, sécurisés. Et puis pour vous accompagner, pour faire un transfert de compétences, c'est aussi tout l'aspect de formation sur les outils et les solutions que nous mettons en place. On a aujourd'hui un grand nombre de partenariats, aussi bien avec des constructeurs de renom comme HP ou comme Lenovo,
mais également avec des partenaires logiciels, et notamment sur la ligne du bas. Vous n'avez pas toute la liste là, mais un certain nombre de partenaires qui nous apportent des éléments fondamentaux dans la chaîne de sécurité, comme BabySecure, qui est une solution anti-spam française, basée à Lille, Bitdefender, où nous sommes Gold, donc la société d'aujourd'hui, Sophos, que nous mettons en place à la fois pour les aspects firewall, donc pare-feu, et VPN, réseau privé virtuel, compte tenu du fait que beaucoup de nos clients travaillent aujourd'hui en détaché, en télétravail. Et puis, une pièce fondamentale de l'édifice également, c'est toute la partie sauvegarde de données, sauvegarde déconnectée, j'entends, et plan de reprise d'activité en cas d'attaque réussie avec Acronis. Aujourd'hui, Starware Micro était depuis l'origine du mécanisme, en tout cas ce qu'on appelle le GIP SIMA, cybermalveillance.gouv.fr, auquel je suis au conseil d'administration en tant que représentant de la CPME. Et la société Starware Micro est professionnelle référencée depuis 2018 pour pouvoir apporter assistance aux cybervictimes quand elles se déclarent sur le portail gouvernemental Cybermalveillance GouVFR. Depuis l'année dernière, un label a été créé par Cybermalveillance, validé par l'AFNOR, et nous sommes des experts cyber depuis l'été 2021, labellisés par l'AFNOR, donc de façon à pouvoir répondre aux demandes de sécurisation des entreprises, à savoir les entreprises qui vont passer par le portail cybermalveillance et dire on a besoin d'un prestataire pour nous aider à renforcer notre cyberdéfense. Voilà à peu près toute l'offre qu'on peut proposer dans la partie cyber, aussi bien des tests de pénétration, des audits cyber, des analyses de failles de sécurité, la mise en place de chartes informatiques qui est une nécessité, les plans de reprise d'activité en cas d'attaque réussie, mais également toute la formation et la sensibilisation au travers d'une plateforme de e-learning, mais également des séminaires si vous le souhaitez. Les solutions, bien évidemment, qu'on déploie et qu'on met en œuvre dans les parcs pour les sécuriser. Et puis, en cas d'attaque réussie, ce qui se passe aussi de temps en temps, malheureusement, et pas nécessairement sur des clients que nous avons, mais plutôt des personnes qui arrivent au travers du portail gouvernemental, c'est de faire l'investigation numérique pour trouver comment les pirates ont pénétré potentiellement vos systèmes, qui est le patient zéro, c'est-à-dire quelle a été la porte d'entrée, de façon à mettre en œuvre les mesures correctives pour que ça n'arrive plus. On fait partie d'un groupe français, un regroupement de revendeurs IT qui s'appelle Escrime, qui a plus de 60 sociétés aujourd'hui dans ce groupement, représentant donc une force de frappe également, à la fois en termes de compétences, mais également en termes de chiffre d'affaires et donc de relations avec nos fournisseurs, comme Bitdefender. Et donc, ça nous permet à la fois de bénéficier des deux éléments, c'est-à-dire d'être une petite PME, une petite TPE locale avec beaucoup de réactivité pour vous accompagner, mais également s'adosser à la puissance d'un gros groupe qui nous donne à la fois des relations plus privilégiées avec nos fournisseurs, et également des tarifs plus intéressants compte tenu du volume que l'on dégage à nous tous. Petite nouveauté, Starware Micro a pris part à une société qui a été créée récemment, il y a un mois et demi maintenant, qui s'appelle Quorum Securnum, qui est un regroupement de 48 sociétés, 46 actionnaires fondateurs. Donc Starware Micro est fondateur, je suis au conseil d'administration de cette société, tout orienté autour de la cyber, parce que l'idée était d'avoir des mètres carrés, d'avoir des bureaux dans le nouveau totem français qui s'appelle le Campus Cyber, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été créé à l'initiative de Macron sous la coupe de Michel Vandenberg, l'ancien patron d'Orange Cyberdéfense. Et nous sommes maintenant donc résidents du Campus Cyber, donc au cœur de l'action quelque part. Et nous avons donc suffisamment de personnes au sein de cette nouvelle société prêts à vous aider, puisqu'on est plus de 450 personnes équivalent temps plein. Nous sommes nous-mêmes à la fois des TPE, des PME, des entrepreneurs individuels, certains auditeurs IHEDN, pour ceux qui connaissent un peu l'armée, c'est l'Institut des hautes études de défense nationale. Et l'idée, c'est d'être un guichet unique pour toutes les demandes que l'on peut avoir autour de la cybersécurité au travers de cette société, pour pouvoir accompagner des plus gros projets que ce que l'on pourrait faire nous-mêmes tout seuls individuellement. Donc on couvre tout le panel, si vous voulez, d'offres aujourd'hui, de l'audit du conseil, de l'intégration, de la maintenance, de la sensibilisation, de la gouvernance, également de l'édition, puisqu'on a quelques éditeurs logiciels spécialisés notamment dans les plans de secours, les plans d'urgence, entre autres. Et ça nous permet d'avoir aussi un panel de personnes certifiées, non pas uniquement experts cyber ou professionnels référencés, mais également des sociétés spécialisées en ce qu'on appelle 27005, les analyses de risque, qui sont qualifiées PASI
Donc ça, c'est la qualification de l'ANSSI, de notre autorité nationale. Et quand il s'agit de mettre en place une analyse de risque 27005 à l'intérieur d'une normalisation ISO 27001, que vous voyez peut-être passer de temps en temps, donc c'est en fait la norme qui régit la cybersécurité. On a là aussi des personnes qui sont ce qu'on appelle des lead auditeurs et des lead implémenteurs, c'est-à-dire des personnes capables de vous accompagner sur la mise en œuvre d'une politique de sécurité labellisée à la norme ISO. Donc là, on va beaucoup plus loin et ça nous permet, nous, Savoir Micro, d'étendre notre champ de compétences au travers de beaucoup d'autres sociétés, d'avoir une assise plus importante dans le domaine de la cyber. Voilà. Rapidement, quelques exemples d'attaques récentes, et c'est surtout les rebonds, c'est ça qui est intéressant. Premier point qui est important, c'est qu'en France, on est un des pays les plus touchés par les ransomware, par les rançongiciels. Il y a eu une augmentation de plus de 255% en 2020. On est le 3e pays le plus touché par ce fléau. Donc, au niveau mondial, on est vraiment une cible. C'est ce qu'il faut prendre en compte, et c'est surtout les TPE, PME qui sont le plus touchés par ces attaques. Mais on a commencé à voir, dans le cadre du conflit ukraino-russe, des attaques aussi qui ont eu des effets de bord, qui étaient plutôt pour viser l'Ukraine, mais qui ont eu des effets de bord sur le reste de l'Europe. Typiquement, le satellite qui a été nettoyé, puisque c'est ce qu'on appelle un wiper, un nettoyeur de données, Viasat, a eu des répercussions qu'on n'avait pas imaginées au départ. Des centaines de milliers de personnes privées d'Internet, mais également des champs d'éoliennes, par exemple, qui ont été perturbés par cette attaque, puisque beaucoup de commandes se font aussi au travers du satellitaire. Donc il y a eu des effets de bord derrière. On voit commencer à apparaître des appareils de la part des Russes sur les pays occidentaux, le 11 mai, donc c'est assez récent. Des sites institutionnels italiens ont été bloqués par des attaques venant de la Russie en réaction, on va dire, aux mesures de rétorsion économique que l'Europe et ses alliés, en tout cas, ont pu mettre en place contre la Russie. Donc c'est un point qui est vraiment à prendre en ligne de compte. J'ai regardé, et ça c'est une mise à jour, c'est un peu une nouveauté, et là ça va intéresser Thierry Mijon en l'occurrence, c'est le nouveau barème, ou en tout cas prospectif de France Assureur, qui s'appelait avant la Fédération Française de l'Assurance, c'est le baromètre 2022. Ce que fait France Assureur, c'est au travers d'experts, essayer d'imaginer ou de prévoir quels sont les risques majeurs qui pèsent sur les entreprises, entre autres, dans les années à venir. Donc ça c'est tout récent, puisque ce rapport date d'il y a un mois. Pour la 5e année consécutive, le risque cyber est le risque numéro 1 qui pèse sur les entreprises. Il a changé de dénomination depuis l'année dernière. L'année dernière, il était en tout cas classé cyberattaque létale, létale voulant dire une attaque réussie à de fortes chances de tuer la société. On est maintenant qualifié de cyberattaque majeure, et ça notamment à cause de la crise actuelle. Donc ça, c'est le premier point à noter. Ça fait 5 ans que ce risque est le numéro 1 qui pèse sur les entreprises. Et ce qui est à noter aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que la probabilité que ces attaques vous arrivent dessus est passée de 4 sur 5 à 4,5. Donc finalement de 80% à 90%. Le risque s'est accru. Par contre, l'impact, c'est-à-dire la résultante d'une attaque réussie, reste à 4,3 sur 5, c'est-à-dire à plus de 85%. L'impact sera majeur et met en danger la société qui sera attaquée. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et les assureurs, Thierry Mijon, qui est aussi agent d'assurance, pourra vous le dire, les assureurs sont pas comment dirais-je, enfin, ils sont pas là uniquement pour vous donner de l'argent quand vous avez des accidents, ils sont là pour en gagner aussi. Et donc, ils qualifient les risques pour savoir si c'est assurable ou pas. Hein, tu es d'accord avec moi, Thierry, là-dessus. Donc, ça, pour moi, c'est une preuve externe, en tout cas, qui montre que le risque cyber, si tant est qu'on n'en était pas persuadé, est vraiment un problème, en tout cas, doit être une préoccupation majeure pour les entreprises, parce que c'est bien au-delà des vols, des incendies, des dégradations et tout ce qui s'ensuit, c'est le risque cyber qui est le premier. J'avance un peu. J'ai gardé les chiffres de l'année dernière de Cybermalveillance GouverFR, le rapport annuel, pour continuer à montrer, puisque ça vient renforcer le message de tout à l'heure, que les rançongiciels, c'est toujours la première menace aujourd'hui, déjà l'année dernière, mais cette année, qui pèse sur les entreprises et les collectivités. Donc Stéphane Génaudot aura l'occasion d'épiloguer là-dessus derrière. Je vous montre généralement les maps, les cartes d'attaque en cours, ce que je trouve assez intéressant, particulièrement Bitdefender, puisque c'est le sujet du jour. Donc vous devriez pouvoir voir qu'il y a pas mal d'activités. D'ailleurs, ça tire plus que d'habitude, j'ai l'impression, Stéphane. Là, je vois des flèches dans tous les sens qui vont beaucoup plus vite que d'habitude. Donc là, c'est toutes les attaques en temps réel qui sont
attrapés par Bitdefender, mesurés et donc consolidés, sachant, et Stéphane le dira tout à l'heure, il y a plusieurs centaines de millions de systèmes qui sont surveillés par Bitdefender aujourd'hui. Donc vous voyez tout ce qui passe. Alors bien évidemment, je vais pas tout dévoiler, mais les points d'entrée ne sont pas nécessairement toujours les bons, puisque les hackers savent se cacher derrière des réseaux privés virtuels. Donc le point d'entrée connu, le dernier connu, c'est celui que vous voyez sur les points. Et vous voyez que ça se balade quand même pas mal entre les États-Unis et la Russie. Voilà, et la Chine aussi un petit peu, tant qu'on fait. Donc c'est tout ce qui se passe pendant que nous sommes en train de parler. Vous voyez qu'il y a quand même, et c'est que ce qui est capturé par Bitdefender. Donc si on prenait l'ensemble des acteurs de la cyber et les mesures, vous seriez juste effrayé des attaques qu'il y a en cours. J'ai remis à jour aussi sur le dernier bulletin de cybermalveillance et de l'ANSSI les mesures de précaution à prendre compte tenu du contexte actuel de la guerre, parce qu'il est plus que vraisemblable que la guerre va durer d'une part, mais que les mesures de rétorsion des Russes, en dehors de la potentielle crise alimentaire qu'ils sont en train de préparer, va être aussi des ripostes, et c'est ce qu'on voit déjà, des ripostes cyber. Donc les recommandations du gouvernement auprès des entreprises, c'est accroître la supervision de sécurité, déployer des outils qui donnent une visibilité sur la sécurité des systèmes, notamment de ce qu'on appelle de l'EDR et XDR. Stéphane reviendra sur l'explication de ces termes, puisque ce sont des possibilités qu'on a avec Bitdefender. Vérifier les règles de filtrage des pare-feux, intensifier leur supervision, pare-feu qu'on programme aussi au niveau de Bitdefender, donc Stéphane en parlera. Après, la mise à jour des correctifs de sécurité, c'est souvent un point qui blesse dans les entreprises, c'est que les mises à jour ne sont pas faites en temps et en heure. Or, entre une nouvelle faille de sécurité découverte par des hackers et exploitée, ensuite découverte par des chercheurs, alerte mise en place, identification, correctif mis en place, il se passe au minimum un mois. C'est-à-dire que pendant un mois, vous êtes potentiellement vulnérable. Et si vous oubliez de faire vos mises à jour, vous êtes vulnérable beaucoup plus longtemps. Là aussi, au travers de Bitdefender, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle la mise à jour des correctifs de sécurité des logiciels que vous utilisez au travers d'un module supplémentaire. Et puis j'insiste toujours sur la sensibilisation au risque parce que l'humain étant toujours la première porte d'entrée, le premier gardien quelque part de votre entreprise, mais il faut que les employés soient aussi formés à détecter eux-mêmes les premières attaques de façon à les bloquer humainement parlant. On a bien sûr des logiciels pour compléter tout ça. Alors je vais terminer sur quasiment ça. C'est juste pour vous faire prendre conscience de là où on en est. D'après Wavestone, qui est un très gros cabinet mondial en cybersécurité, qui a fait pas mal d'études récemment, et notamment en France, sur les attaques qui ont pu avoir lieu, le constat est le suivant. En cas d'attaque réalisée sur une TPE-PME, en moyenne, le temps de rétablissement pour redémarrer correctement est entre 3 et 7 semaines. C'est une moyenne. Ça veut dire que pendant 3 à 7 semaines, vous ne travaillez plus ou vous travaillez de manière dégradée. Et dans 90% des cas, notamment dans les attaques de rançongiciel, les données sont perdues irrémédiablement. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas l'intégralité de ce que vous aviez avant l'attaque. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, ce que l'on sait aussi, c'est que sur une entreprise, voilà, ce sont des chiffres globaux, pour une entreprise de 10 personnes avec un chiffre d'affaires d'1 million à l'année, ce qui n'est pas déconnant, une protection globale du système, c'est autour de 4 400 euros. La première année, parce qu'il y a un peu de matériel à acheter, notamment pour la sauvegarde ou un firewall. Les années suivantes, autour de 3 000. Donc, si vous voulez, la balance, elle est là. Vous avez 85%, plus de 90% de chances de vous faire attaquer. C'est ce que dit Wavestone et c'est ce que dit également la Fédération française de l'assurance. Avec derrière un impact de plus de 80%, c'est-à-dire un impact très fort. Vous avez une protection qui vous coûte 1 à 2 jours de chiffre d'affaires annuel, si je prends mes chiffres. Et de l'autre côté, vous avez une potentialité d'arrêter votre business pendant au minimum 3 à 7 semaines. Maintenant, vous faites le calcul et vous, en tant que chef d'entreprise, à vous de décider si le risque vaut le coup d'être pris ou s'il vaut mieux se protéger. Voilà. Sans aller plus loin, je vous montre ma dernière slide et je passe la main à Stéphane, parce que j'ai été un peu prolixe. Voilà une infrastructure telle qu'on le trouve chez vous, dans des sociétés type TPE, PME, donc assez générique quelque part. Un site principal avec un serveur d'application, votre application métier, votre GESCOM, votre ERP, peu importe. Un partage de fichiers pour travailler sur des dossiers clients. Un NAS de sauvegarde, une sauvegarde locale pour pouvoir l'externaliser derrière. Et puis des gens qui travaillent à distance, soit avec un téléphone, soit depuis chez eux avec leur modem Orange, Bouygues, ce que vous voulez, au travers d'un tunnel VPN. Et puis aussi des applications dans le cloud, puisque maintenant on a aussi des applications dans le cloud, comme Office 365 par exemple. Donc on a déjà vu un certain nombre d'éléments de sécurité qu'on met en œuvre chez nos clients. On a parlé de matériel avec HP, de matériel et de la pile de sécurité embarquée. On a parlé de firewall avec Sophos. On a parlé
également d'anti-spam avec Vadé. Cette fois-ci, on va voir la partie en jaune, que j'ai improprement parlé anti-malware, parce que Bitdefender va bien plus loin que ça, mais c'est ce qu'il faut mettre en place sur les postes, sur les serveurs, sur les NAS, dans les solutions cloud, partout où finalement on a des logiciels qui tournent, de la data, qu'il faut protéger parce que c'est la richesse de l'entreprise. Sur ce, je n'irai pas plus loin, je vais déconnecter mon partage et je passe donc la parole à Stéphane Génodeau de Bitdefender, qui est aussi notre avant-vente en l'occurrence et qui s'occupe de beaucoup de pays. Stéphane, c'est à toi. Bonjour, alors je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Alors je vais commencer cette présentation par un petit état des lieux et un rapport d'un rapport, enfin l'étude d'un rapport du Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, donc le CESIN, qui a fait des études sur les différents types d'attaques et leurs impacts, tout simplement. Et on va voir qu'il faut justement, d'où le thème de ce webinaire, une sécurité à 360 degrés, parce qu'on va avoir différents attaques, tout simplement, différents biais d'attaque par les attaquants. Donc, on voit que dans beaucoup de cas, une attaque passe par un lien de phishing, par du spear phishing, qui est quelque chose de très courant et qui est souvent le début d'une attaque pour un attaquant pour s'introduire dans une société et après avoir exécuté un ransomware, extraire des données, etc. On va voir tout ça également. On voit aussi qu'il y a l'exploitation d'une faille de sécurité, système ou applicatif qui va être sollicité, souvent dans un deuxième temps, ça dépend. De l'arnaque au président, donc en faisant une attaque par mail, usurpant l'identité du président ou de quelqu'un à responsabilité dans l'entreprise, des tentatives de connexion, donc par exemple les tentatives de brute force, etc., etc. Et on verra que dans une attaque, il y a souvent plusieurs de ces techniques qui sont utilisées. D'où la somme de ces pourcentages fait bien plus que 100%, parce que dans une attaque, il peut y avoir du phishing, de l'arnaque au président, des exploitations d'une faille. En général, il y en a entre 3 et 4 de ces techniques qui sont utilisées pour vous attaquer. On voit aussi ici à travers ce rapport les conséquences de ce qui est fait par le cyberattaquant. Donc on voit que dans la grande majorité des cas, et encore une fois, il y a plusieurs conséquences à une attaque, il y a des exfiltrations de données. Donc il y a du vol de données, il y a du déni de service, il y a des données qui sont chiffrées par un ransomware. On voit que c'est dans le top 3 également. Souvent, les attaques se terminent par un ransomware. Le ransomware, c'est directement visible par l'entreprise, donc c'est souvent l'attaque la plus répandue, enfin la plus visible, parce que le vol de données n'est pas forcément su. Vous avez peut-être eu des données qui ont fuité aujourd'hui sans le savoir. Alors que le ransomware, si vous en avez un, vous le voyez directement. C'est ça qui fait que le ransomware aujourd'hui est largement mis en avant, parce que c'est ce qu'on constate. Le vol de données n'est pas forcément constaté. Aussi, sur les conséquences, donc ça, Marc en a parlé également, sur les attaques, dans la grande majorité des cas, on va avoir une perturbation sur la production, entraînant forcément une perte de chiffre d'affaires. Donc ça peut aller dans le meilleur des cas, de quelques heures. Ça, c'est dans une attaque qui va être peu élaborée, qui va être plutôt une attaque généralisée, où l'attaquant va chercher à viser le plus d'entreprises possible. On verra que dans l'attaque ciblée, la panne de production dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de retrouver une production identique de ce qu'il y a eu avant l'attaque. Donc ça prend souvent des mois, surtout dans des gros groupes, parce qu'ils ont des structures encore plus importantes à remettre en production. Mais dans une PME, TPE, PME, ça prend aussi du temps à retrouver tout ça. Et je pense que ce ne sera pas Marc qui dira le contraire là-dessus.
Donc voilà sur un petit état des lieux, si je retrouve ma souris, c'est mieux, de ce qui peut arriver à une entreprise aujourd'hui. Et vous faites forcément face à des attaques qui sont peut-être bloquées aujourd'hui par vos équipements. Des attaques peut-être généralisées, mais les attaques ciblées aujourd'hui sont très développées, attaquent aussi les petites et moyennes entreprises de manière assez importante. Ça a augmenté énormément ces 3-4 dernières années, notamment avec le Covid qui a créé beaucoup de brèches avec la mise en place en urgence du télétravail qu'on retrouve encore aujourd'hui. Les sociétés sont maintenant plus préparées, donc vous êtes mieux protégés qu'avant le Covid sur la partie télétravail, mais ça crée forcément des brèches d'être connecté à différents endroits. Je vais présenter rapidement Bitdefender parce que c'est un point important également. Bitdefender, donc c'est une société européenne basée à Bucarest en Roumanie, pour être un peu plus précis. On a 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité aujourd'hui. On est ce qu'on appelle vraiment un pure player sur cette partie protection de l'endpoint. On verra ce que ça comprend chez Bitdefender. Un élément important, c'est qu'on développe 100% de notre technologie anti-malware EDR en interne. On ne dépend d'aucune autre société ici. On ne fait pas de rachat externe pour acquérir telle ou telle protection, telle ou telle fonctionnalité. Et ça nous permet justement de vendre nos technologies à plus de 150 partenaires OM qui viennent utiliser des technologies Bitdefender pour compléter leur approche. Donc vous avez peut-être déjà, sans le savoir, à travers différentes technologies qui peuvent être pour l'entreprise comme pour les particuliers également, parce que on est dans les deux domaines. Finalement, vous utilisez peut-être du Bitdefender sans le savoir au travers d'autres logiciels ou d'autres matériels que vous avez chez vous. Exactement. Donc, ça a une conséquence pour nous, un impact sur notre réseau global de protection. Le réseau global de protection, c'est une infrastructure cloud. Tout à l'heure, Marc a montré notamment la map d'attaque. C'est la visibilité de ce qui se passe sur les réseaux globaux de protection. Donc, le réseau global de protection, saccage en Bitdefender. Chaque technologie Bitdefender est connectée à ce réseau global de protection et va remonter des échantillons de code malveillants, des URL malveillants, tout ce qui va être détecté en tant que menace sur les infrastructures, sans exporter bien sûr de fichiers. Je rassure tout le monde là-dessus. Et on va avoir sur ces structures-là la visibilité de ce qui se passe, d'où la map d'attaque. Sur ces structures-là, ça vient alimenter notamment la base de signature qui est toujours très intéressante et qui est largement fournie par Bitdefender aux éditeurs de sécurité. Ça vient alimenter la base d'URL malveillante également, avec plus de 40 millions d'URL qui sont placés en liste noire. Donc automatiquement interdite lorsque un utilisateur essaie d'y accéder, mais ça fait aussi depuis plus de 10 ans sur ces structures-là, il y a du machine learning. Machine learning, on entend parler depuis quand même quelques années. Aujourd'hui, ça apporte une protection supplémentaire. Bitdefender est assez précurseur dans ce type de technologie, avec plus de 40 brevets déposés uniquement sur le machine learning, qui était avant uniquement utilisé dans ce réseau global de protection, qui apprend en permanence à travers plusieurs centaines de millions de machines, de systèmes protégés ici, et qui vient le solliciter dans le temps, depuis plus de 10 ans, et à travers plusieurs centaines de millions de systèmes protégés. Petite statistique, ça traite plus de 30 milliards de requêtes de menaces par jour. Donc, ce n'est pas négligeable et ça va être une source de connaissances très importante pour Bitdefender. Les défis en cybersécurité, c'est déjà le premier défi, c'est de ne pas avoir trop d'outils de sécurité. Si vous avez trop d'outils, vous diversifiez déjà les connaissances à avoir sur chaque outil. Vous avez une visibilité parcellaire de la sécurité et un des enjeux auxquels Bitdefender essaye de répondre en tout cas, c'est d'avoir une console unique et d'avoir le maximum de visibilité à travers un outil. Et d'offrir de la visibilité simple, d'avoir quelque chose de clair. Je vous ferai une petite démo de la console pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une console simple à administrer et on verra pourquoi elle est simple à administrer. Après, pas assez de prévention parce qu'il faut avoir
différents éléments pour bien être protégé. Il faut avoir des outils de prévention comme Bitdefender le fait et ce qu'est l'anti-malware notamment. On verra qu'on a aussi des différentes fonctionnalités qui viennent réduire la surface d'attaque. La prévention aussi utilisateur. Alors Bitdefender s'en charge pas, on fait ça à travers nos partenaires. Sensibiliser les utilisateurs, c'est aussi important. Et Bitdefender fournit un outil aujourd'hui qui donne quelques informations sur ce qu'il faut faire en termes de prévention pour les utilisateurs. Tout ce qui va être recrutement et externalisation à risque. Aujourd'hui, on voit qu'on a différents outils qui peuvent être... les utilitaires sont aussi à différents endroits et il faut savoir les protéger et il faut savoir les protéger 24 heures sur 24. On verra ce qu'on peut proposer là-dessus. Difficulté à suivre l'évolution des cybermenaces. On voit que les menaces sont de plus en plus variées, de plus en plus complexes. La console Gravity Zone est évolutive. Aujourd'hui, des clients qui avaient Gravity Zone il y a 5 à 10 ans avaient la même console qu'aujourd'hui. Bien sûr, elle a évolué, on l'a mis à jour, c'est la même solution qui se met à jour au fil de l'eau et qui, à travers la même console, peut proposer un anti-malware basique tout en allant vers des systèmes EDR, en passant par des technologies de machine learning, de la gestion de vulnérabilité, etc., qui évoluent au fil du temps et pour tous nos clients. Et après, bon, on essaye de répondre en tout cas à des budgets limités et essayer de centraliser les ressources sur un outil qui va pouvoir embarquer différentes outils de sécurité. Donc la plateforme de Bitdefender Gravity Zone, c'est une plateforme unique, une plateforme centralisée, une console d'administration sur laquelle on va pouvoir gérer, comme j'ai dit, l'anti-malware basique en passant par des technologies de machine learning, de la gestion de vulnérabilité, du pare-feu, du contrôle d'accès Internet, en allant jusqu'à l'EDR et l'XDR aujourd'hui, je vais revenir là-dessus. Une console qui est totalement compliante RGPD, puisqu'on est aussi également une société européenne et on répond nous-mêmes à cette exigence. Une console simple à administrer et évolutive. Au fil de l'eau, tous les trimestres, vous avez des mises à jour majeures de la solution qui viennent améliorer les fonctionnalités existantes et qui viennent apporter des nouvelles fonctionnalités nativement à la console. On va aussi, pour simplifier l'administration, on va avoir un agent unique et un agent polymorphe. En fait, cet agent unique, c'est le même que vous déployez sur les différents systèmes, que ce soit des postes de travail, des serveurs, des machines physiques, des machines virtuelles, du Windows, du Mac et des Unix. C'est lui qui va s'adapter à l'environnement. Il a différentes possibilités d'adaptation sur les environnements virtuels, sur les environnements physiques notamment, de pouvoir avoir différents types de scans en fonction des performances de la machine également, pour avoir un minimum d'impact en termes de ressources. Et c'est un agent unique aussi qui va piloter les différentes fonctionnalités. C'est le même agent, c'est le même programme qui est installé sur votre système, qui va faire l'anti-malware basique, qui va faire de l'EDR, qui va faire des technologies de machine learning, etc. Les différentes fonctionnalités qu'on va avoir dans un instant. Et cette console va être totalement administrable, très réactive. On va pouvoir donner des ordres à l'agent, changer le paramètre d'un agent pour augmenter la sécurité ou s'adapter à votre production en quelques clics dans la console et en 30 secondes, les modifications sont appliquées sur la machine. Je veux lancer un scan, dans les 30 secondes, il va être lancé, je vais avoir les informations dans la console. Donc voilà ce que va pouvoir proposer Bitdefender en termes de fonctionnalités notamment, en termes de services également. Donc, soyez pas effrayés, hein, il y a beaucoup de choses, voilà. mais il y a beaucoup de choses que nous gérons pour vous côté Star Wars Micro. Exactement. Et vous verrez que dans la console, ici, ça a l'air d'être complexe. Dans la console, c'est beaucoup plus simple à administrer. Alors, il faut les administrer, hein, il y a quelques paramètres à choisir et à gérer de manière plus ou moins régulière en fonction de la fonctionnalité, tout simplement. Donc déjà, Bitdefender, on peut exister en version SaaS, donc en version cloud, à travers une console qui va être hébergée par Bitdefender en Europe pour nos clients européens et en Amérique du Nord pour nos clients en Amérique du Nord. Ou en version on-premise. Alors sur les TPE, PME, c'est très souvent le mode cloud parce que c'est beaucoup plus simple et vous n'avez pas de serveur à héberger. Version on-premise, c'est une appliance virtuelle que vous devez héberger en interne et le système est hébergé chez vous.
Après, on va avoir différentes briques de protection. Alors, pour en citer quelques-unes, et je ferai un zoom sur quelques-unes derrière, on va avoir la gestion des périphériques, qui est quelque chose aujourd'hui qui existe depuis pas mal d'années, mais qui est tout aussi important à utiliser, qui est rarement utilisé encore aujourd'hui. Le contrôle applicatif, tout ce qui est analyse des risques aussi, ça c'est un module qui a été ajouté pour l'intégrité de nos clients cloud. À titre d'information, il y a plus d'1 an et demi. Donc quand je vous dis que la solution évolue, elle évolue aussi sans avoir besoin de repasser à la caisse entre guillemets là-dessus. L'option patch management qui est par contre lui un add-on sur lequel on va pouvoir ajouter cette fonctionnalité pour pouvoir mettre à jour plus de 3500 applications et versions différentes, dont les systèmes Windows aujourd'hui. Donc, ça fonctionne sur Windows et sur certaines distries Linux. Le but étant de pouvoir automatiser les mises à jour des applications les plus courantes et qui sont le plus ciblées par les attaquants. Si vous avez Acrobat Reader, aujourd'hui qui est installé sur des milliards de machines dans le monde, c'est important de maintenir à jour parce que c'est une application qui est ciblée par les attaquants, parce que justement, c'est installé sur des milliards de machines dans le monde. Donc, le patch management va apporter cette réactivité. Dès que le patch va être publié, va être disponible et vous pourrez automatiser ou gérer ça manuellement, bien sûr, la mise à jour d'Acrobat Reader. Après, voilà, il peut y avoir TeamViewer, 7-Zip, LibreOffice, etc. Donc, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est l'idée. L'outil de chiffrement de disque aussi, en pilotant BitLocker, notamment sur Windows et FileVault sur Mac, pour qu'en cas de perte ou de vol de vos machines, vos données soient toujours protégées et inaccessibles par l'attaquant. La protection contre des exploits, donc justement l'utilisation de file system et applicatives sur lesquelles, même si vos applications ne sont pas à jour parce que vous n'avez pas de patch management et que vous n'avez pas automatisé tout ça à travers d'autres outils, on sera tout de même capable de protéger sur des failles. Après, comme toute solution, il n'y a pas de protection à 100%. Vaut mieux être à jour et avoir la défense des exploits sur lesquels on peut se protéger contre des failles d'exploits connues et inconnues également. Une protection contre les attaques sans fichier qui est apparue aussi il y a plus d'1 an chez Bitdefender pour l'intégrité de nos clients, qui est un type d'attaque qui va être qui a évolué très fortement ces dernières années, sur lesquelles votre disque dur à aucun moment n'a eu le code malveillant qui a été téléchargé. Donc ça passe justement souvent par des failles d'exploit, par un script qui est exécuté, qui a chargé le code malveillant uniquement en mémoire. Donc on va pouvoir faire ça à travers l'analyse de toutes les lignes de commande. Email Security, qui est une protection des mails avec une passerelle cloud. Le module Network Attack Defense qui vous permet, je vais le détailler un peu, de se protéger sur des attaques réseau. La sandbox, le machine learning, tout ça, je vais en parler. L'analyse forensique, la visualisation des incidents. Après, on passe sur des solutions EDR qui vont être plus complexes pour le coup à gérer. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des partenaires ou le SOC Bitdefender. Je vais en parler rapidement sur la fin de la présentation. Et tout ce qui va être service Bitdefender, donc l'EDR, ça nécessite un management très régulier, idéalement 24/24, donc Bitdefender peut fournir un SOC là-dessus, avec une équipe de threat hunting, des différents services comme du service premium, avec des services qui vont être associés avec des sessions de health check, donc de vérification de la bonne conformité de la solution Gravity Zone, voir si vos politiques sont bien adaptées, si vous avez des machines qui sont bien protégées, etc. Donc on propose différents services à ce niveau-là. Le zoom très rapidement sur le machine learning, qui est une protection qui est nécessaire aujourd'hui. La protection traditionnelle apporte de la protection sur tout ce qui est menaces connues et variantes de menaces connues, donc surtout sur les attaques automatisées qui cherchent à attaquer le plus grand nombre d'utilisateurs, souvent pris par un utilisateur qui serait mal protégé en termes de technologie anti-malware et qui viendrait cliquer sur un lien, sur une pièce jointe qu'il ne faudrait pas, et qui a un taux de réussite faible, mais au vu du nombre de personnes qui attaquent, il y a quand même... Ils trouvent leur compte dans ce type d'attaque également. Par contre, pour se protéger contre les menaces aujourd'hui les plus sophistiquées, comme des attaques des attaques 0D, utilisant des nouvelles techniques d'attaque, des nouveaux comportements, des attaques sans fichier, justement, des techniques d'offuscation, donc de camouflage du code malveillant qui peut être plus ou moins sophistiqué, des attaques ciblées, comme j'ai dit, ça s'est considérablement augmenté,
notamment parce que maintenant, un attaquant n'a pas forcément besoin d'avoir tous les domaines de compétences. Il vient acheter ou louer même un code malveillant sur le dark web. Il vient acheter des informations sur votre entreprise parce que peut-être qu'un autre attaquant a pris des informations et revend ces informations sur le dark web et il lui reste plus qu'entre guillemets à attaquer. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un super attaquant qui a l'ensemble des connaissances. Il lui reste plus qu'à injecter le code malveillant, ce qui n'est pas non plus facile, mais qui est plus simple que d'élaborer du code malveillant tout simplement. Qui demande d'autres compétences en tout cas. Donc le machine learning, lui, va apprendre de l'utilisation de la machine et va regarder l'intégrité des comportements et va pouvoir faire face à des menaces plus sophistiquées parce qu'il y a une visibilité plus grande tout simplement. Il ne va pas chasser des comportements comme les technologies traditionnelles, il va regarder l'intégralité des comportements et il va effectivement dire ça c'est légitime ou ça c'est suspect, je vais pouvoir le bloquer. Et donc il va construire une matrice d'utilisation de la machine, il va avoir toute l'expérience du réseau global de protection de Bitdefender pour pouvoir être efficace et générer très peu de faux positifs, qui est souvent l'inconvénient des technologies de machine learning, parce que du machine learning, de base, lorsqu'on le met en place, c'est qu'il va analyser de la même manière un malware qui a 20 ans qu'un malware qui est sorti hier, qu'une application légitime. Et il a besoin d'apprendre avant d'être efficace. Donc là, on bénéficie de toute cette expérience dans le réseau global de protection. Il y a plus de 75 000 qui vont être éprouvés par le réseau global de protection, qui va pouvoir être aussi sollicité via le machine learning local. Et on peut le configurer en fonction de différents besoins en interne sur votre entreprise, d'aller de sécurité normale ou agressive ou permissive en fonction de différents types d'attaques ici. Et on va avoir de la visibilité aussi sur ce qui est détecté mais pas bloqué, dans le sens où si vous mettez forcément en normal, on ne va pas bloquer ce qui est détecté en agressif. Par contre, vous aurez des rapports et de la visualisation sur ce qui est détecté uniquement, ce qui vous pourra apporter votre attention là-dessus. On va aussi avoir une sandbox qui va être hébergée sur un data center Bitdefender en Europe, sur lequel vous pouvez décider de soumettre automatiquement des échantillons de code malveillant sur cette structure-là. Vous pouvez aussi soumettre manuellement. La soumission automatique, vous allez pouvoir choisir ce qui va transiter de manière automatique. Ça passe sur un canal sécurisé, sur un data center Bitdefender hébergé en Europe. Donc tout ça, c'est sécurisé, mais vous pouvez tout à fait décider de ne pas transmettre de documents, d'archives, d'emails, de scripts, d'applications. Vous pouvez choisir avec un différent seuil d'agressivité, également en termes de seuil de tolérance du comportement suspect. Donc, c'est recommandé à mettre en place. On vient faire une copie de l'élément pour l'exécuter dans cet environnement cloisonné, qui est un système sur lequel on va exécuter et tester l'élément que vous avez, l'application, le document PDF, etc. On va simuler un comportement utilisateur, on a différentes techniques. Et le but de la sandbox, c'est rendre un verdict. Donc déjà, ce qui transite, c'est des éléments suspects. La sandbox, on va l'exécuter pour avoir plus d'éléments. Et la sandbox va être effectivement, il y a une suspicion de menace, on va maintenir le blocage du fichier. Ou la suspicion de menace n'est pas avérée, on va pouvoir rendre l'accès au fichier à l'utilisateur qui pourra travailler dessus. Ça n'empêchera pas à l'exécution d'être analysé tout de même. Vous pourrez soumettre très bien aussi, vous, de votre côté, un malware, un fichier suspect sur cette sandbox. Vous avez un utilisateur qui vous dit j'ai un faux positif qui a été mis en quarantaine, merci de me le sortir. Ce n'est pas parce que lui pense que c'est un faux positif que c'est forcément un faux positif. Ça peut venir d'un partenaire de confiance qui a été vérolé. Le partenaire n'est même pas au courant qu'il est vérolé et l'attaque se propage comme ça. Donc, il faut toujours avoir cette vérification. N'hésitez pas à soumettre des éléments comme ça sur la sandbox. Et dans tous les cas, que ce soit OK, c'est bon ou OK, c'est pas bon, vous allez avoir un rapport complet de ce que fait l'élément dans la sandbox, avec une description de l'événement. Alors, c'est un rapport qui peut être assez technique, qui n'est pas forcément toujours évident à comprendre, parce qu'il y a pas mal de termes techniques. On va avoir tout ce qui est une description, tout ce qui est modification au sein du système, les différentes techniques MITRE qui vont être identifiées, les techniques d'attaque, les différentes communications sur le réseau. Donc là, on retrouve les techniques qui ont été utilisées lors de l'exécution de l'élément, les différentes communications, une cartographie qu'on va pouvoir identifier ici, les URL, etc. Et sans être un expert, ici, on voit qu'à la fin, on a des screenshots. On n'a pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour savoir que c'est un code malveillant. Tout simplement, c'est clairement indiqué lorsqu'on exécute l'élément sur la sandbox. Donc là, c'est tout simplement le texte demandant la rançon derrière.
Une technologie aussi, c'est la protection du réseau, qui a évolué au fil du temps chez Bitdefender avec la protection et l'analyse des pages web lorsque vous naviguez sur des sites HTTP et HTTPS, en vérifiant si l'URL n'est pas blacklisté par Bitdefender, en regardant le contenu du site web pour voir s'il n'y a pas du code malveillant ou des éléments malveillants sur cette page web, si ce n'est pas un lien de phishing également. On va aussi avoir dans cette protection réseau le contrôle d'accès Internet. Vous pouvez, peu importe où est la machine, puisque ça s'applique sur l'agent qui est installé sur la machine, un contrôle et vous pouvez décider de bloquer certaines catégories. Alors là, on voit une partie des catégories, il y en a une quarantaine. Par exemple, vos utilisateurs n'ont peut-être pas besoin d'aller sur des sites de piratage. Donc, vous pouvez interdire les sites de piratage ou les proxys web également. Donc, il y a tout un tas de catégories, vous pouvez choisir ou non d'accéder à ces sites web tout en pouvant faire des exclusions. Vous pouvez bloquer une catégorie. Oui, j'accélère, c'est ça, Marc? Non, j'allais juste rajouter le fait, juste Ah, d'accord. rappeler tout simplement que le chef d'entreprise est responsable civilement et pénalement de l'usage d'Internet par ses employés. Donc, si vous avez un employé qui va sur des sites pas recommandés, pédophiles, djihadistes, et je dis ça en connaissance de cause, puisqu'on a déjà eu le cas, en cas en cas de commission rogatoire, si derrière le chef d'entreprise n'a pas mis les mesures nécessaires pour prévenir ça, c'est lui qui est responsable. Bien évidemment, l'employé serait condamné éventuellement pénalement aussi, mais le chef d'entreprise tout autant. Donc voilà, il y a différentes catégories, des catégories qui peuvent être tout à fait non malveillantes derrière, enfin non dangereuses, mais que vous pouvez aussi tout à fait décider de bloquer comme des sites de vidéos, d'images et de vidéos, notamment sur des sites où il y a peu de bande passante, où on voit que les gens utilisent YouTube à longueur de journée. Pareillement, on peut bloquer juste un site particulier ou autoriser un site particulier. Un autre module qui est apparu aussi, c'est le module Network Attack Defense. Donc, ce module-là est là pour se protéger sur des techniques d'attaque sur le réseau visant à accéder à des informations sur une machine. Donc, ça va protéger notamment sur les tentatives de brute force qui sont très souvent utilisées dans les attaques pour récupérer un compte tout simplement et pouvoir injecter son code malveillant beaucoup plus facilement. C'est quelque chose, on l'a vu dans l'étude du C5, c'est quelque chose qui se passe très régulièrement. Donc là, on va pouvoir mettre ce module-là en place pour se protéger également. Les déplacements latéraux aussi qui servent aux attaquants pour récolter des informations sur les différentes machines, etc. On va aussi avoir, donc, comme j'ai dit, la gestion des préfets qui existe depuis des années, mais qui n'est pas forcément mis en place. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Ça peut changer les méthodes de travail, on est d'accord, mais une machine est exposée, c'est une surface d'attaque. Si vous pouvez faire le test, vous déposez une clé USB devant vos locaux, vous pouvez être quasiment sûr qu'il y a un utilisateur qui va la ramasser. Alors ça, en soi, c'est pas dangereux, et la brancher sur son PC. Vous avez mis tout un système, vous avez payé un système de protection périmétrique pour empêcher les attaquants d'attaquer. C'est dommage qu'en déposant une simple clé USB devant les locaux, il faut que l'attaquant se déplace jusqu'à vos locaux. C'est juste ça, mais ça arrive. Alors, la technologie anti-malware va être là pour le protéger. Bitdefender va être là pour protéger. Il va avoir un scan de la clé. Mais voilà, c'est quand même une intrusion sur la machine si on bloque ça. Alors, bien sûr, c'est un outil de travail. Après, on peut régler ça, on peut faire des exceptions. Sans parler d'attaque, un utilisateur qui va brancher son disque dur perso ou dessus, il a bien sûr téléchargé des keygen, des applications craquées, des jeux craqués, etc., qui présentent des dangers. C'est son disque dur perso, il veut accéder à ses photos. Bien sûr, il ne va pas installer. Idéalement, il ne va pas installer parce que déjà, théoriquement, il n'a pas des droits d'admin. Mais voilà, c'est un risque aussi également. Et donc, avoir ce contrôle, dire, par exemple, j'interdis les clés USB, il y en a qui le font, les périphériques de stockage externe, ou j'interdis, mais moi, je vous fournis une clé de travail et vous n'utilisez que cette clé-là. Déjà, vous limitez de brancher les disques durs perso de la maison, les différentes attaques comme ça. Tout ça, c'est paramétrable. Vous pouvez très bien faire des exclusions, comme vous voyez sur différents éléments. Vous pouvez bloquer, mettre en lecture seule également, si vous voulez éviter la fuite de données sur des périphériques de stockage. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres moyens de faire de la fuite de données volontaire comme ça.
Donc, vous sélectionnez la clé. Donc, on a la liste des périphériques qui peuvent se connecter sur la machine. Vous pouvez faire des tris, des filtres pour retrouver l'équipement assez simplement. Vous cochez, vous l'autorisez, ou vous pouvez aussi interdire une clé USB particulière. Vous voyez qu'un utilisateur, on voit souvent du code malveillant venant d'un disque dur. Bon, on regarde les disques durs qui sont connectés à sa machine et vous interdisez son disque dur. Ça peut être utilisé comme ça également. Et quoi qu'il arrive, que ce soit autorisé ou interdit, alors si c'est interdit, le stockage ne se monte pas. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'analyse parce que le système n'a pas accès au fichier de la clé USB. Mais si vous autorisez la clé, elle va être analysée. Si vous choisissez l'option, c'est activé par défaut. Vous pouvez choisir les paramètres de ce scan. Vous pouvez, ici, bien sûr, vous avez branché mémoire USB, disque dur externe, clé USB, lancer une analyse automatiquement. L'utilisateur a accès au fichier. On va analyser prioritairement le dossier, le fichier dans lequel il va se rendre. Donc, on va pouvoir analyser ça. On a différents paramètres derrière. Une autre fonctionnalité, c'est la gestion des risques qui est apparue, comme je l'ai dit, pour l'intégrité de nos clients à travers la console cloud de Bitdefender, pas en version on-premise pour être précis, et qui va indiquer un score de sécurité de l'entreprise. Bien sûr, le but étant d'avoir un score le plus bas ici, et de voir l'évolution de la sécurité, de cette vulnérabilité que vous pouvez avoir sur vos machines. L'idée, c'est de le faire baisser. Alors, vous cherchez à le faire baisser, mais Bitdefender va le faire augmenter parce que forcément, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont connues, qui vont être référencées, et du coup, ça va potentiellement augmenter le score de sécurité. C'est quelque chose qui se gère au fil du temps, sans avoir d'urgence derrière, mais il se gère au fil du temps pour maintenir un score de sécurité bas. On va avoir un tableau de bord donc avec différents rapports, je ne m'étends pas là-dessus. On va pouvoir couvrir différentes choses à travers cette gestion des risques. Le premier élément, c'est les problèmes de configuration. Au sein du système, vous avez notamment sur Windows, alors ça marche sur Windows, Mac Linux, donc vous avez tout un tas de paramètres qui sont configurés par défaut. Vous allez configurer de manière généralisée. J'ai pris 3 exemples assez basiques, mais qui parlent à tout le monde, qui sont simples à comprendre. C'est par exemple l'UAC qui est désactivé. Alors l'UAC, c'est ce qui fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque vous exécutez un programme, vous avez une petite pop-up qui apparaît. Êtes-vous l'auteur de cette action, de l'exécution de tel ou tel programme. Cette vérification, elle est importante, notamment quand ça demande des droits d'administration ici. Parce qu'il y a des applications qui peuvent nécessiter, ou si vous exécutez un script, etc., il faut des droits d'admin. Et du coup, c'est important d'avoir ce contrôle-là. Alors, il y a des applications qui sont contraignantes et qui demandent à ce que l'UAC soit désactivé. Alors, si c'est désactivé sur certaines machines, il n'y a pas de souci parce que vous êtes au courant, c'est une contrainte que vous maîtrisez, entre guillemets. Par contre, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a l'UAC qui est désactivé sur certaines machines, il faut l'activer. Pareil, la redirection des lecteurs, lorsque vous vous connectez sur un bureau à distance, vous pouvez mapper les lecteurs locaux sur le bureau à distance. Ça présente une vérité parce qu'il peut y avoir des contaminations dans les deux sens. Donc, c'est recommandé. Si ce n'est pas utilisé, encore une fois, il faut activer ce blocage. Aussi, l'exécution automatique. Donc, ça, c'est très connu. Si vous branchez une clé USB, les programmes peuvent se lancer automatiquement. Ça peut être des programmes légitimes, mais ça peut être aussi des codes malveillants. Donc, si vous empêchez ça, il y a l'analyse qui se fait, etc. Vous êtes plus sécurisé que si vous branchez, ça s'exécute tout seul. Donc ça va être recommandé. Vous pouvez voir les appareils qui vont être concernés. Vous cliquez, vous retrouvez la liste et vous pouvez changer le paramètre dans certains cas sur machine par machine, si vous le souhaitez. Le deuxième volet, c'est la vulnérabilité des applications. Donc, la vulnérabilité des applications, ça va être la liste des applications qui ne sont pas à jour et sur lesquelles il y a des CVE qui ont été publiés. Les CVE, c'est des bulletins générés qui vont présenter telle ou telle faille de sécurité sur un programme et une version spécifique. Et là, on va voir, par exemple, qu'il y a du VLC, le lecteur de vidéo et de audio, sur lesquels, sur cette version-là, il y a 5 CVE qui ont été publiés. 5 failles de sécurité qui vont être connues et référencées et très certainement mis à jour par l'éditeur du logiciel, mais qui sont aussi connues de tous les attaquants dans le monde maintenant. Parce que quand la faille est connue, elle est publiée. Donc, on va voir du Firefox, du LibreOffice, etc., etc. Le but, c'est d'avoir cette unité-là et on va retrouver toutes les informations sur les failles de sécurité.
Le dernier élément, c'est quelque chose qui est embêtant encore chez Bitdefender, c'est la précision et les différentes remontées qu'on va faire qui sont encore à travailler de notre côté et qu'on va ajouter progressivement au fil du temps. C'est d'identifier les risques qui sont liés à l'utilisateur. Donc ici, on va pouvoir mettre en évidence un utilisateur sur lequel il y a beaucoup de liens de phishing qui sont détectés. Il y a peut-être une raison par son activité, mais la raison, c'est peut-être parce qu'il clique n'importe où. Quand il reçoit un mail, il clique d'abord sur les liens avant de lire son mail. Enfin, tout un tas de... Il ne fait aucune vérification. Il faut peut-être le sensibiliser là-dessus. S'il y a beaucoup de codes maillons détectés, s'il se connecte sur des sites en HTTP, donc avec des mots de passe qui transitent en clair, etc., on va pouvoir identifier ça. Et vous allez pouvoir avoir les utilisateurs qui sont vulnérables. Sur la partie EDR, donc on voit toutes les protections anti-malware. Avant que tu passes à la partie d'après, d'abord, il faut qu'on termine dans les 5 minutes qui suivent, si Ouais, tu es quasiment à la fin. Et oui, il me faut encore tous les modules dont tu as parlé, Stéphane, que nous manageons pour vous au travers de la console. Voilà, c'est plutôt définir avec vous quelles règles vous mettez en place, vous voulez mettre en place de manière simple, et nous faisons la mise en place dans la console de ces règles pour vous dans le cadre du management de la sécurité de vos systèmes d'information. Soyons clairs. On ne peut pas vous embêter avec cette complexité. Nous, on l'a, enfin, complexité, même si c'est pas super compliqué, mais il y a beaucoup de paramètres. Donc, c'est plutôt ça sort avec vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme politique de sécurité, qu'on devrait inscrire d'ailleurs dans une charte informatique, et on le met en place pour vous et on le surveille pour vous. Exactement. Tout ça, ça se configure au fil du temps. C'est pas quelque chose qu'il faut appliquer du jour au lendemain dans une entreprise. La sécurité, ça se réfléchit en amont. Là-dessus. Donc l'EDR, très rapidement, vous avez toutes les protections anti-malware qui est une protection automatisée. C'est le travail du moteur de détecter et de bloquer. L'EDR, c'est entre guillemets des caméras de surveillance qui vont vous remonter des alertes de sécurité. Donc, on va analyser tout un tas d'éléments, enfin, on va collecter des événements sur la machine, sur les processus, les systèmes de fichiers, la mémoire, les connexions, etc. Et on va corréler ces événements-là pour remonter des alertes de sécurité qui vont se passer sur votre infrastructure. Ce n'est pas forcément lié à du code malveillant, ce n'est pas forcément lié à une attaque ciblée. Ça peut l'être, bien sûr, et ça va pouvoir identifier les attaques ciblées. Les attaques ciblées, ça ne se passe pas en une heure sur votre infrastructure, ça se passe sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et lorsqu'il a commencé à avoir un pied dans votre entreprise, il va faire différentes actions que vous pouvez faire, que lui va chercher à faire également, et on va pouvoir identifier ça, et ça va être l'humain qui va pouvoir déterminer si c'est suspect, si c'est à bloquer, s'il faut faire de la protection proactive là-dessus. C'est vraiment un outil d'alerte de la sécurité et ça se manage derrière. Comme je le dis, c'est comme des caméras de surveillance, si vous ne regardez pas, ça ne sert à rien de mettre de l'EDR concrètement. Donc, il faut quelqu'un qui gère ça de manière plus ou moins, et on n'est pas obligé de faire du 24/7, idéalement oui, mais voilà. J'ai juste, donc notamment sur la partie, donc sur la licence Business Security Premium, vous avez déjà une partie de l'EDR parce qu'on va pouvoir visualiser tout ce qui s'est passé lorsqu'on a détecté un code malveillant. On a détecté un code malveillant, on va pouvoir vous montrer dans quel contexte on l'a détecté. Comprendre le contexte est tout aussi important parce qu'on va pouvoir partir du principe que si on a détecté le code malveillant sur une machine, c'est que quelque part, j'aurais peut-être pu le bloquer en amont. C'est peut-être l'utilisateur qu'il faut sensibiliser, c'est peut-être mon firewall qu'il faut que je configure, c'est peut-être mon contrôle applicatif, c'est peut-être mon contrôle des pages web, etc. Et normalement, lorsqu'on a une surface d'attaque très réduite, etc., on devrait avoir très peu de code malveillant qui devrait arriver jusqu'à son système, comprendre, et ça permet aussi d'anticiper d'éventuelles menaces qui viendraient. Si un script est bloqué, un script malveillant est bloqué, ok, très bien, vous êtes au courant, on l'a bloqué, puis Bitdefender va faire son travail. Mais on voit que le script a été exécuté avec un compte administrateur du domaine, c'est déjà beaucoup plus problématique. C'est-à-dire que l'attaquant, potentiellement, a les logins mot de passe de votre compte administrateur du domaine. Là, la réaction qu'il faudra avoir, c'est changer immédiatement son mot de passe. Parce que l'attaquant ne va pas s'arrêter à une menace bloquée, il va continuer derrière. Donc voilà, comprendre le contexte, c'est très important aujourd'hui là-dessus. Alors Marc, est-ce que j'ai quelques minutes pour présenter un peu? Allez, on a commencé à 10h, 9h06, jusqu'à 10h06, ouais. tu as 3 minutes encore. Ok, ça marche, merci. Donc du coup, c'est pour montrer très rapidement la partie investigation. Alors,
les machines, vous pourrez les gérer ici, lancer des tâches, tout un tas de tâches d'analyse. Vous pouvez reconfigurer l'agent à distance aussi, ça c'est important parce que vous pouvez ajouter et supprimer des fonctionnalités à tout moment dans la console sur l'agent. Donc l'agent est totalement manageable, vous n'avez pas à le désinstaller et réinstaller une fois qu'il est mis en place. Tout ça se gère à travers une politique de sécurité qui est simple à mettre en place et surtout lorsqu'on change un paramètre, il est appliqué dans les 30 secondes sur la machine. Ça, c'est important. Donc, vous retrouvez les différentes briques de sécurité que je vous ai présentées, le moteur HyperDetect, la sandbox que je mets en place ou non. Tous les paramètres sont paramétrables justement et je vais pouvoir adapter ma sécurité en fonction de ce que je veux ici. Là, par exemple, les clés USB, je les bloquer ici. Voilà, elles seront bloquées et la liste d'exclusion que je vais pouvoir gérer ici. Ce que je voulais vous montrer principalement, c'est ce menu résumé qui vient vous montrer un état des lieux. Donc, vous choisissez sur le créneau que vous voulez, dernière 24 heures, 7 jours, 30 jours, et vous allez avoir un rapport ici, un état des lieux très simple à interpréter, voir s'il y a une... Bon, là, forcément, il y a plus 6850% de menaces détectées. C'est un laboratoire qu'on vient de mettre en place, donc forcément, ça a augmenté un peu. Et on va pouvoir voir les différents types d'attaques, etc. Tout ça, c'est interactif. Si je clique ici, je vais retrouver les éléments concernant voilà, les virus qui ont été détectés. La partie incident, c'est là où on va pouvoir faire l'interprétation des éléments et voir la chaîne d'attaque de l'élément qu'on a détecté. Donc ici, c'est ce processus-là qu'on a détecté. On voit toute la chaîne d'attaque, par quelle machine, bien sûr, la machine, et par quel processus c'est passé. Je peux avoir des informations sur chacun de ces éléments-là, et je peux agir sur chacun de ces éléments-là. Donc je peux éliminer l'élément à distance, je peux mettre le fichier en quarantaine, je peux mettre la liste des fichiers bloqués, donc le hash de fichier va être totalement verrouillé, peu importe, il va être présent sur l'infrastructure, il sera verrouillé ici, ou faire une exception si c'est un faux positif ici, ça peut arriver. Vous faites l'exclusion, vous l'appliquez. Vous pouvez envoyer des éléments en sandbox, vous pouvez avoir des informations sur le site Virus Total pour ceux qui connaissent, faire une recherche Google sur l'élément. Je peux aussi sectionner la machine et l'isoler du réseau. Je peux faire aussi une connexion à distance. Ici, c'est grisé parce que sur notre laboratoire, il y a des tests. Mais vous pouvez faire une connexion à distance sur laquelle vous avez un interpréteur de ligne de commande. Vous pouvez lister les processus, mettre fin à des processus. Vous pouvez, voilà, sans avoir besoin de se déplacer sur la machine, vous pouvez en quelque sorte déconnecter le câble et faire des analyses dessus. Donc voilà, je pense que c'est bon. Il est 10h06. Ouais. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Alors ce que Stéphane vient de vous montrer, c'est ce que nous gérons pour vous finalement. Il vous a montré l'envers du décor, c'est-à-dire que nous on vous pose des solutions de sécurité avec Bitdefender. On définit avec vous la politique de sécurité comme l'a définit Stéphane, les exclusions de clés USB, tout ça dans le cadre d'une politique informatique, d'une charte informatique. Et tout ce que vous voyez là, c'est finalement ce que nous, chez Starware Micro, on gère pour vous quand on a accès à la console. Alors bien évidemment, vous avez accès à la console. Nous, on a accès à une console qui contient tous nos clients à surveiller sur Bitdefender, une espèce de super console quelque part. Mais chacun d'entre vous a bien évidemment accès à votre propre console qui concerne votre infrastructure informatique. Si d'aventure vous souhaitez faire vous-même l'administration, ou en tout cas récupérer des rapports, par exemple, comme Stéphane l'a indiqué. Voilà, on a fait le tour de ce que l'on souhaitait présenter ce matin. Merci encore Stéphane pour ta participation, tes explications. Il y avait peut-être des gros mots quand même dans la discussion, puisque la cybersécurité, c'est un peu un monde à part. Si vous avez besoin d'explications, bien évidemment, on est toujours à votre disposition. Si vous voulez explorer cela, Stéphane ne l'a pas indiqué, mais pour certains, si pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore équipé avec ce type de solution, il y a toujours la possibilité de mettre des licences en test pendant 30 jours. Hein, c'est ça, Stéphane? Oui, bien sûr. Pour pouvoir tester la pertinence de l'outil et son efficacité avant de prendre une décision. Donc voilà, on a couvert le sujet que je souhaitais qu'on couvre aujourd'hui avant les vacances. Une fois encore, on est dans une situation aujourd'hui un peu tendue au travers de cette crise ukrainienne qui va perdurer. Et c'est, comme je l'ai dit, je crois la dernière fois, un message qui nous a été passé par l'actuel délégué général de notre Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, l'ANSSI, Guillaume Poupard, qui était accompagné à ce moment-là du général 5 étoiles Rodriguez, qui est le patron de la direction générale de la gendarmerie nationale, la DGGN, et qui nous ont passé en cours de conseil d'administration le message suivant. Prévenez vos clients, prévenez le plus de monde possible,
qu'il faut prendre les mesures dès aujourd'hui parce qu'on ne peut que s'attendre à une réaction de la part des Russes. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de groupes de hackers russes qui travaillent pour le compte du gouvernement et des services secrets de la FSB. Prenez les mesures de précaution aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Voilà, donc je ne fais que repasser le message de nos autorités là-dessus. Sur ce, je peux que vous souhaiter une bonne journée, éventuellement un bon week-end étendu, puisque c'est le seul du mois de mai, donc profitons-en, et en plus le temps sera beau. Bien évidemment, je vous ferai parvenir la présentation, les deux présentations, la mienne et celle de Stéphane derrière. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister, dès que j'ai l'enregistrement disponible, je vais le mettre sur notre chaîne YouTube, à la suite des autres épisodes qu'on a déjà déroulés, que vous pouvez revoir d'ailleurs si vous n'avez pas participé aux 3 épisodes précédents. S'il n'y a pas de questions ni en direct ni à travers de la fenêtre de chat que je vais regarder, merci Madame Meunier pour votre commentaire. Si vous n'avez pas de questions sur ce que nous avons présenté, on va vous libérer pour le reste de la journée puisqu'on a encore un petit peu de travail avant ce week-end étendu. Merci Julien de ton retour. Monsieur Belzac est en train d'écrire. Merci. Merci les deux Julien, d'ailleurs, Monsieur Julien Durand et Julien Estebanez. Et merci Monsieur Belzac également. À très bientôt, en tout cas sur notre chaîne YouTube et sur nos séries de séminaires, web séminaires. Juste un petit dernier mot, comme vous le savez, tous les ans, sous l'égide de l'ENISA, qui est notre autorité européenne, a lieu le Cybermois au mois d'octobre. Je ne peux pas vous dévoiler la thématique parce que je dois la garder secrète pour l'instant, mais nous sommes en train de travailler sur un plan de communication au niveau de la CPME là-dessus, ainsi que les autres instances. Et pour ceux qui sont aussi intéressés, le FIC, le Forum international de cybersécurité, donc le grand salon national, voire européen de la cybersécurité, se tient à Lille la deuxième semaine de juin, le 6, 7, 8, 9 exactement. Et on y sera. Oui, et j'y serai également au titre de la CPME. Merci beaucoup, très bonne journée et à très vite pour notre aventure en cyber. Au revoir. Au revoir à tous. Très bonne journée, au revoir. Très bonne journée à tous, merci.